le sang, sur l'épée d'un héros. Avez-vous déjà imaginé qu'un héros national, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, pourrait devenir l'un des monstres les plus terrifiants de l'histoire? Gilles de Rais, noble français et héros de la guerre de 100 ans, cache une vérité si sombre qu'elle glace le sang. Derrière son armure étincelante se dissimule un homme rongé par des désirs macabres, des rituels occultes et une cruauté inimaginable. Cette histoire, divisée en 5 parties, palpitante, va vous plonger dans l'âme tourmentée de Gilles de Rais, révélant des secrets que les livres d'histoire osent à peine murmurer. Préparez-vous à frissonner, à être choqué et à découvrir une facette de l'histoire médiévale française qui hante encore les esprits. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées afin que cette histoire terrifiante atteigne d'autres curieux de l'histoire. L'honneur d'un chevalier, l'ombre d'un monstre. Imaginez-vous dans la France du XVe siècle, au cœur d'une guerre sans fin. Les champs sont gorgés de sang, les villages brûlent, et pourtant, un jeune noble émerge comme un héros. Gilles de Rais, né en 1404 dans une famille puissante de Bretagne, est un homme d'une beauté frappante, avec des yeux perçants et une présence magnétique. À seulement 20 ans, il combat aux côtés de Jeanne d'Arc, devenant un chef militaire respecté. Ses exploits lors du siège d'Orléans en 1429 font de lui une légende vivante. Mais derrière ce masque d'honneur, une ombre grandit. Gilles n'est pas seulement un guerrier. Il est un homme d'une ambition dévorante. Après la victoire, il est nommé maréchal de France, une distinction rare pour un homme si jeune. Pourtant, son âme semble déjà fissurée. Les chroniqueurs de l'époque décrivent un homme qui dépense sans compter organisant des fêtes somptueuses dans ses châteaux de Tiffauges et Machécoul. Mais ces fêtes cachent un secret. Gilles commence à s'intéresser à l'alchimie et à l'occultisme, fasciné par l'idée de transformer le plomb en or et peut-être de défier la mort elle-même. Cette fascination n'est pas anodine. Selon des sources historiques, Gilles engage des alchimistes douteux comme François Prelati, un Italien charismatique qui promet des miracles. Mais ces rituels exigent des sacrifices, et pas seulement financiers. Des rumeurs commencent à circuler dans les villages voisins, des enfants disparaissent, et les paysans murmurent que le château de Gilles est maudit. Pourquoi un nain héros de guerre s'est-il tourné vers des pratiques si sombres? La réponse réside peut-être dans son enfance. Orphelin, à 11 ans, Gilles a grandi dans un monde de violence et de pouvoir élevé par un grand-père cruel qui lui a appris que la force prime sur tout. Cette éducation a planté les graines d'une obsession pour le contrôle même sur l'invisible, mais ce n'est que le début. Alors que Gilles s'enfonce dans l'obscurité, ses actions deviennent plus inquiétantes. Imaginez-vous comme un paysan de l'époque entendant des cris étouffés venant du château la nuit. Auriez-vous osé poser des questions? La suite est encore plus glaçante, car Gilles de Rais ne se contente pas de chercher l'or. Il cherche le pouvoir absolu, même au prix du sang. Les rituels sombres dans les profondeurs du château. Si vous pensiez que l'histoire de Gilles de Rais ne pouvait pas devenir plus troublante, attachez-vous, car ce qui se passe dans les entrailles de son château va vous glacer le sang, derrière les murailles imposantes de Tiffauges, loin des regards indiscrets. Gilles de Rais s'enfonce dans un monde de ténèbres où l'alchimie et l'occultisme prennent une tournure macabre. Mais comment un héros de guerre, célébré par toute la France, a-t-il pu sombrer dans de telles horreurs? Plongeons dans cet abîme pour découvrir une vérité qui dépasse l'imagination. Au début des années 1430, Gilles de Rais est à l'apogée de sa gloire, mais aussi au bord de la ruine financière. Ses dépenses extravagantes, banquets somptueux, troupes de théâtre privées
et vêtements d'une opulence indécente, épuise rapidement la fortune familiale. Désespéré, il se tourne vers l'alchimie, croyant que la transformation du plomb en or pourrait sauver son empire. Mais ce n'est pas seulement l'or qu'il cherche. Avec l'arrivée de François Prelati, un clerc italien au charisme envoûtant, Gilles s'aventure dans des rituels bien plus sinistres. Selon des témoignages historiques recueillis lors de son procès, en 1440, Prelati promet à Gilles de communiquer avec des démons, notamment un esprit nommé Baron, qui exigerait des sacrifices pour accorder ses faveurs. Imaginez-vous dans une salle obscure du château, éclairée seulement par des chandelles vacillantes. L'odeur de l'encens se mêle à celle du sang, tandis que Gilles, vêtu d'une robe noire, psalmodie des incantations tirées de grimoires interdits. Les murs de pierre semblent absorber les cris étouffés, mais de qui? Les archives révèlent une vérité terrifiante. Des enfants, souvent des garçons, âgés de 6 à 12 ans, commencent à disparaître des villages voisins. Les paysans, terrifiés, racontent que des serviteurs de Gilles sillonnent la campagne, offrant des bonbons ou des promesses de travail au château. Une fois à l'intérieur, ces enfants ne reparaissent jamais. Les témoignages de l'époque, bien que fragmentaires, décrivent des scènes insoutenables. Gilles, dans un état de transe, participe à des rituels où le sang des victimes est utilisé pour invoquer des forces surnaturelles. Mais pourquoi des enfants? Une analyse moderne à travers le prisme de la psychologie suggère que Gilles souffrait peut-être d'une forme de psychose aggravée par son obsession pour le pouvoir et l'immortalité. Les enfants, symboles d'innocence, représentaient peut-être pour lui une offrande pure pour apaiser les démons qu'il croyait invoquer. Pourtant, il n'y a pas que la folie à l'œuvre. Gilles, entouré de complices comme ses cousins Gilles de Sillé et Roger de Briqueville, semble avoir trouvé dans ses actes une jouissance perverse, une manière de défier les limites morales de son époque. Imaginez le désespoir d'une mère attendant son fils qui ne rentre jamais du marché. Les rumeurs se propagent, mais qui oserait accuser un maréchal de France? Les villageois, écrasés par la peur et la soumission féodale, gardent le silence. Pourtant, chaque disparition laisse une cicatrice dans la communauté, et l'ombre de Gilles grandit, plus menaçante que jamais. Mais ce n'est pas tout. Si ces rituels sont déjà terrifiants, ce que Gilles fait des corps de ses victimes est encore plus inconcevable. Les archives du procès mentionnent des fours dans les sous-sols du château, où les restes sont brûlés pour effacer les traces. Les serviteurs complices, par peur ou par corruption, décrivent des scènes où Gilles observe les flammes avec une fascination morbide, comme s'il y voyait des visions de pouvoir. Cette période de sa vie marque un point de non-retour. Gilles de Retz n'est plus le héros qui combattait pour la France. Il est devenu un monstre prisonnier de ses propres obsessions. Mais comment a-t-il pu continuer si longtemps sans être arrêté? La réponse réside dans son pouvoir, sa richesse et la terreur qu'il inspirait. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, cette histoire soulève des questions troublantes. Comment un homme peut-il passer de la lumière à une obscurité si profonde? Les analyses modernes suggèrent que Gilles souffrait peut-être de troubles narcissiques ou d'une schizophrénie latente exacerbée par le stress de la guerre et la perte de repères moraux. Mais au XVe siècle, personne ne comprenait ces concepts. Pour les paysans, Gilles était simplement possédé par le diable. Et ce n'est que le début de l'horreur. Si vous pensez que ces rituels sont le summum de sa cruauté, attendez de découvrir ce que Gilles réservait à ceux qui osaient s'approcher de la vérité. La prochaine partie vous emmènera dans un monde de trahison et de violence encore plus choquante. La toile de la terreur, comment Gilles
échappa à la justice. Si vous pensiez que les rituels macabres de Gilles de Rais étaient le summum de l'horreur, préparez-vous à découvrir comment cet homme a pu perpétrer ses crimes pendant des années sans être inquiété. Comment un noble aussi puissant, entouré de murmures et de suspicions, a-t-il réussi à échapper à la justice dans une France déchirée par la guerre et la peur? Cette troisième partie vous plonge dans un réseau de pouvoir, de corruption et de terreur qui a permis à Gilles de Rais de régner en maître sur un royaume de cauchemars. Accrochez-vous, car ce qui suit est aussi fascinant que terrifiant. Au milieu des années 1430, Gilles de Rais est un homme intouchable, maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc. Il jouit d'un statut qui le place au-dessus des lois humaines. Son château de Tiffauges, avec ses tours imposantes et ses murs épais, est une forteresse où personne n'ose s'aventurer sans invitation. Mais à l'extérieur, les villages bretons sont en proie à la panique. Des dizaines, peut-être des centaines d'enfants ont disparu et les rumeurs pointent toutes vers le seigneur local. Alors, pourquoi personne n'a-t-il osé l'affronter? La réponse réside dans la structure féodale de l'époque. Gilles de Rais, avec ses titres et ses richesses, exerce un pouvoir absolu sur ces terres. Les paysans analphabètes et écrasés par les taxes n'ont ni les moyens ni le courage de s'opposer à un noble. Imaginez-vous à leur place, vous êtes un fermier, vos enfants jouent dans les champs, et soudain, l'un d'eux ne revient pas. Vous entendez des histoires sur le château des cris dans la nuit, mais accuser Gilles, c'est risquer la mort pour vous et votre famille. Gilles ne se contente pas de compter sur sa position sociale. Il s'entoure d'une bande de complices, loyaux ou plutôt terrifiés, qui exécutent ses ordres sans poser de questions. Parmi eux, Poitou et Henriette, deux serviteurs dévoués, jouent un rôle clé dans l'enlèvement des victimes. Selon les témoignages du procès de 1440, ces hommes parcouraient les villages attirant les enfants avec des promesses de nourriture ou d'emploi. Une fois au château, les victimes étaient livrées à Gilles, qui les soumettait à des atrocités indicibles. Mais ce n'est pas seulement la peur qui protège Gilles. Il utilise son argent pour acheter le silence. Les familles des disparus, souvent pauvres, reçoivent parfois des pièces d'or ou des terres pour apaiser leurs soupçons. D'autres sont menacés par les hommes de main de Gilles, qui n'hésitent même pas à brûler une ferme ou à intimider un village entier pour maintenir l'ordre. Cette toile de corruption s'étend même aux autorités locales. Les prêtres, les juges et les officiers, impressionnés par la stature de Gilles ou corrompus par ses richesses, ferment les yeux. Pourtant, des fissures commencent à apparaître. En 1438, des plaintes anonymes parviennent à l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, un homme connu pour son intégrité. Les archives historiques montrent que Malestroit commence à enquêter discrètement, recueillant des témoignages de parents désespérés. Mais même lui hésite à affronter Gilles directement. Pourquoi? Parce que Gilles n'est pas seul. Il bénéficie du soutien de puissants alliés, dont certains membres de la cour royale, qui voient en lui un héros de la guerre contre les Anglais. Accuser Gilles, c'est risquer de déstabiliser une France déjà fragile. Ce qui rend cette période encore plus troublante, c'est la manière dont Gilles joue de son image publique. En journée, il parade dans des vêtements somptueux, assiste à la messe avec une ferveur ostentatoire et finance des pièces de théâtre religieuses. Cette façade de piété désarme les soupçons. Qui pourrait croire qu'un homme aussi dévot cache des secrets si sombres? Pourtant la nuit, dans les sous-sols de son château, il s'adonne à des actes qui défient l'imagination. Une analyse psychologique moderne suggère que Gilles souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique,
aggravé par un sentiment d'invincibilité. Ayant échappé à la mort sur les champs de bataille, il se croyait au-dessus des lois humaines et divines. Cette arrogance transparaît dans ses interactions avec ses complices qu'il traite comme des pions et dans son mépris pour les vies qu'il détruit. Mais la terreur ne peut durer éternellement. À mesure que les disparitions s'accumulent, les murmures deviennent des cris. Les villageois poussés par le désespoir commencent à se réunir en secret. Des prêtres locaux, horrifiés par les rumeurs, transmettent des informations à l'Église. La pression monte et Gilles, dans son délire, commet une erreur fatale qui précipitera sa chute. Si cette toile de terreur vous semble déjà insupportable, attendez de découvrir comment Gilles a finalement été démasqué. La prochaine partie révélera l'incident qui a brisé son invincibilité et conduit à l'un des procès les plus choquants de l'histoire médiévale. La chute d'un titan, l'erreur fatale de Gilles. Si vous pensiez que Gilles de Retz pourrait continuer à échapper à la justice, pour toujours, détrompez-vous. Même les monstres les plus puissants finissent par trébucher, et pour Gilles, une seule erreur a suffi à faire s'écrouler son empire de terreur. Dans cette quatrième partie, plongez dans l'incident qui a brisé l'invincibilité de Gilles de Retz et ouvert la voie à l'un des procès les plus scandaleux de l'histoire médiévale. Préparez-vous à une descente dans un monde de trahison, de désespoir et de révélations choquantes. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime », de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos pensées. Au printemps 1440, Gilles de Retz est un homme au bord du gouffre. Sa fortune, jadis colossale, s'est évaporée dans des fêtes extravagantes, des expériences alchimiques coûteuses et des pots de vin pour acheter le silence. Les villageois de Bretagne, bien que terrifiés, commencent à s'organiser. Les disparitions d'enfants, qui se comptent désormais par dizaines, voire par centaines, selon certaines estimations, ne peuvent plus être ignorées. L'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, poursuit son enquête discrète, mais Gilles reste protégé par son statut et ses relations à la cour. Pourtant, un seul acte d'arrogance va tout changer. L'incident décisif survient en mai 1440, dans la petite ville de Saint-Étienne de Mer-Morte. Gilles, désespéré par ses dettes, tente de reprendre un château qu'il avait vendu à un noble local, Geoffroy de Féron. Ce château stratégique et symbolique représente une partie de son pouvoir déclinant. Mais Geoffroy, un homme intègre, refuse de céder. Furieux, Gilles agit avec une impulsivité qui trahit son sentiment d'invincibilité. Il attaque le château avec une petite armée de mercenaires, kidnappe le frère de Geoffroy, un prêtre nommé Jean le Féron, et le retient en otage. Cet acte n'est pas seulement un crime, c'est une violation directe de l'autorité de l'Église, une institution bien plus puissante que Gilles à cette époque. Imaginez la scène. Gilles, vêtu de son armure rutilante, pénétrant dans une église pour enlever un prêtre en plein jour. Les villageois témoins de l'outrage sont à la fois terrifiés et outrés. Cet acte audacieux, qui aurait pu passer inaperçu pour un noble moins controversé, devient le catalyseur de sa chute. L'Érosé par l'attaque sur l'Église. L'enquête de Jean de Malestroit gagne en légitimité. L'Église, déjà méfiante envers Gilles, voit dans cet incident une opportunité de l'affronter. En septembre 1440, Gilles est arrêté. Les archives historiques notamment. Les minutes du procès, conservées à Nantes, décrivent son arrestation comme un moment de tension extrême. Les hommes de l'évêque accompagnés de soldats encerclent le château de
Mais ce n'est pas seulement l'enlèvement du prêtre qui scelle son destin. Les autorités armées des témoignages de parents désespérés perquisitionnent le château et découvrent des preuves accablantes, des restes humains dans les sous-sols des vêtements d'enfants et des instruments utilisés dans ces rituels occultes. Les serviteurs de Gilles, sous la pression, commencent à parler, révélant l'ampleur de ses crimes. Ce qui rend cette chute si fascinante, c'est la rapidité avec laquelle l'image de Gilles s'effondre. Hier encore, héros national, il devient en quelques semaines l'homme le plus haï de France. Les villageois libérés de leur peur se pressent pour témoigner contre lui. Des mères racontent la disparition de leur fils, des paysans décrivent les visites nocturnes des hommes de Gilles. Chaque témoignage est un coup de poignard dans la façade de noblesse qu'il avait soigneusement construite. Une analyse moderne de cet épisode suggère que l'arrogance de Gilles était son talon d'Achille. Les psychologues d'aujourd'hui pourraient diagnostiquer un trouble de la personnalité antisociale, marqué par un mépris total pour les conséquences de ses actes. Gilles semblait croire que son statut le protégerait éternellement, mais son attaque contre l'Église a brisé ce bouclier. L'historien Jacques Le Goff note que cet incident a galvanisé l'opinion publique, transformant Gilles en un symbole de la corruption aristocratique. Mais la chute de Gilles n'est que le début. Le procès qui s'ensuit révélera des détails si horrifiants qu'ils choqueront même les juges les plus endurcis. Imaginez-vous dans la salle d'audience, écoutant les confessions de Gilles et de ses complices. La vérité plus sombre que n'importe quel cauchemar est sur le point d'éclater. La prochaine partie vous emmènera au cœur de ce procès, où des révélations inimaginables scelleront le sort de Gilles de Retz. Le procès du siècle, les confessions d'un monstre. Si vous pensiez que la chute de Gilles de Retz marquait la fin de son histoire, préparez-vous à entrer dans une salle d'audience où la vérité éclate comme un coup de tonnerre. Le procès de Gilles de Retz, qui débute en octobre 1440 à Nantes, n'est pas seulement un jugement, c'est une plongée dans l'horreur, un spectacle qui secoue la France médiévale et révèle l'ampleur des atrocités commises par cet ancien héros. Dans cette 5e partie, découvrez les confessions glaçantes de Gilles, les témoignages déchirants des victimes et les réactions d'une société confrontée à l'impensable. Si cette histoire vous bouleverse, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez face à ces révélations. Le 15 octobre 1440, la salle du tribunal de Nantes est comble. Nobles prêtres et paysans se pressent pour assister à un événement sans précédent. Gilles de Retz, vêtu d'une tunique sobre, mais toujours marqué par son arrogance aristocratique, se tient devant l'évêque Jean de Malestroit et les juges ecclésiastiques. L'atmosphère est lourde, presque suffocante, comme si l'air lui-même portait le poids des crimes imputés. Les accusations sont graves, hérésie, sorcellerie, et le plus terrifiant, le meurtre de dizaines, voire de centaines d'enfants. Les minutes du procès conservées dans les archives de Nantes décrivent une scène où la vérité dépasse les pires cauchemars. Au début, Gilles adopte une posture de défi. Il rejette les accusations qualifiant les juges de simoniaques et l'enquête d'illégitime. Son arrogance si caractéristique transparaît dans ses premières déclarations. Mais les preuves s'accumulent rapidement. Les serviteurs de Gilles, comme Poitou et Henriette, craquent sous la pression et livrent des témoignages accablants. Ils décrivent avec une précision glaçante comment Gilles attirait des enfants dans son château, sous prétexte de travail ou de générosité, pour ensuite les soumettre à des tortures inimaginables. Les détails, bien que censurés dans certains documents pour leur horreur,
incluent des actes de violence sadique et des rituels occultes où le sang des victimes était utilisé pour invoquer des démons. Imaginez-vous parmi les spectateurs, écoutant ces confessions. Une mère venue témoigner raconte en larmes comment son fils de 8 ans, parti vendre du pain, n'est jamais revenu. Un autre témoin, un paysan, décrit avoir vu des sacs suspects transportés hors du château de Tiffauges la nuit. Chaque témoignage est un coup de poignard, non seulement pour Gilles, mais pour une société qui se rend compte qu'un héros national a trahi sa propre humanité. Ce qui rend ce procès si fascinant, c'est la réaction de Gilles lui-même. Après des jours de déni, il s'effondre. Le 21 octobre, face à la montagne de preuves et sous la menace de la torture, une pratique courante à l'époque, Gilles passe aux aveux. Dans une confession qui choque l'Assemblée, il admet avoir tué des enfants, estimant leur nombre entre 80 et 200, bien que le chiffre exact reste incertain. Il décrit ses actes avec une froideur presque clinique, mêlée de remords théâtraux, comme s'il cherchait à la fois l'absolution et l'attention. Les archives rapportent qu'il pleure, implore le pardon de Dieu et demande aux parents des victimes de prier pour son âme. Une analyse psychologique moderne suggère que ces confessions oscillent entre manipulation et délire. Gilles peut être conscient que sa fin est proche, semble jouer un rôle, celui du pécheur, repentant, pour adoucir son châtiment ou préserver son image. Les psychiatres d'aujourd'hui pourraient voir dans son comportement des traits de psychopathie, un manque d'empathie pour ses victimes, combiné à une fascination pour le pouvoir et la mort. Pourtant, à l'époque, ces aveux sont interprétés comme la preuve d'une possession démoniaque, renforçant la croyance populaire en la sorcellerie. Le procès ne se limite pas à Gilles. Ses complices, dont François Prelati, l'alchimiste italien, sont également jugés. Prelati, avec son charisme habituel, tente de minimiser son rôle, affirmant qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres de Gilles. Mais les juges, horrifiés par les détails, ne se laissent pas pas duper. Le tribunal ecclésiastique, soutenu par l'Inquisition, condamne Gilles pour hérésie, apostasie et meurtre. Le verdict est sans appel, la mort par pendaison, suivie de l'incinération de son corps. Mais ce procès n'est pas seulement une affaire judiciaire. Il devient un miroir des peurs et des tensions de l'époque. La France, encore marquée par la guerre de Cent-Éon et la mort de Jeanne d'Arc, voit en Gilles un symbole de la corruption morale. Les journaux de l'époque, bien que rares, décrivent un public divisé. Certains pleurent la chute d'un héros, d'autres exigent justice pour les victimes. Pour les paysans, c'est une rare victoire contre l'oppression féodale. Ce qui rend cette partie de l'histoire si poignante, c'est le contraste entre l'image publique de Gilles et la réalité de ses crimes. Imaginez la douleur des familles, enfin entendues après des années de silence. Pourtant, même dans sa confession, Gilles reste un mystère. Était-il un monstre calculateur ou une âme tourmentée par ses propres démons? La réponse peut-être réside dans la prochaine partie, où nous explorerons les derniers jours de Gilles et les conséquences de ses actes sur ceux qu'il a laissés derrière lui. Si ce procès vous a secoué, attendez de découvrir ce qui s'est passé après la condamnation de Gilles. La prochaine partie révélera les derniers instants de sa vie et une vérité encore plus troublante sur son héritage. Les derniers jours de Gilles entre repentir et damnation. Si le procès de Gilles de Retz vous a déjà secoué, attendez de découvrir les derniers instants de cet homme suspendu entre un semblant de repentir et une damnation éternelle, condamné à mort en octobre 1440. Gilles de Retz, jadis héros de la France, fait face
à ses derniers jours dans une cellule froide de Nantes, entouré par les échos de ses crimes. Cette 6e partie explore les moments finaux de sa vie, ses tentatives désespérées de rédemption et les réactions d'une société divisée entre horreur et fascination. Préparez-vous à plonger dans une fin aussi dramatique que troublante. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Le 26 octobre 1440, Gilles de Retz est conduit à l'échafaud sur l'île de la Madeleine à Nantes. Les archives historiques décrivent une scène saisissante. Une foule immense, composée de nobles, de prêtres et de paysans, se presse pour assister à l'exécution d'un homme qui fut autrefois un symbole de gloire. Mais avant d'atteindre la potence, Gilles vit ses derniers jours dans une cellule où son comportement oscille entre des crises de désespoir et des élans de piété théâtrale. Selon les minutes du procès, il passe des heures à prier, implorant le pardon divin et demandant aux prêtres de transmettre ses excuses aux familles des victimes. Imaginez-vous dans cette cellule humide où la lumière du jour perce à peine à travers une fenêtre étroite. Gilles, autrefois paré de soieries et d'armures, n'est plus qu'un homme brisé, les traits tirés par l'angoisse. Ses confessions publiques, faites devant les juges, prennent une tournure encore plus dramatique dans l'intimité. Il parle de ses crimes avec un mélange de remords et de fascination, décrivant comment il se sentait possédé par une force qu'il ne pouvait contrôler. Pour les prêtres qui l'écoutent, ces paroles confirment la croyance de l'époque. Gilles est un homme sous l'emprise du diable. Mais une analyse psychologique moderne pourrait y voir les signes d'un trouble dissociatif où Gilles, incapable d'assumer pleinement ses actes, projette la responsabilité sur des forces surnaturelles. Ce qui rend ces derniers jours si fascinants, c'est le contraste entre son repentir apparent et son passé monstrueux. Gilles demande à être exécuté en même temps que ses complices, Poitou et Henriette, pour, dit-il, partager leur sort et expier ensemble. Cette demande surprend les juges qui y voient une tentative de préserver une dernière trace de noblesse. Mais pour les familles des victimes, ce n'est qu'une façade. Une mère citée dans les archives aurait crié lors de l'exécution « Aucun pardon pour celui qui a volé nos enfants ». Ce cri résonne comme un écho de la douleur collective d'une communauté brisée. Le jour de l'exécution est un spectacle soigneusement orchestré. Gilles, vêtu d'une simple tunique, monte à l'échafaud avec une dignité surprenante. Selon les chroniqueurs, il s'adresse à la foule, implorant les parents des victimes de prier pour son âme et jurant qu'il a trouvé la paix dans la repentance. Puis, dans un geste dramatique, il embrasse un crucifix avant que la corde ne soit passée autour de son cou. Les archives rapportent que son corps est pendu, puis partiellement brûlé, mais fait inhabituel, ses restes sont récupérés par des proches pour être inhumés, un privilège rarement accordé aux hérétiques. Ce traitement particulier soulève des questions. Pourquoi Gilles, condamné pour des crimes si atroces, bénéficie-t-il d'une telle clémence? La réponse réside peut-être dans ses liens avec la noblesse et l'Église. Certains historiens, comme Georges Bataille, suggèrent que l'Église, tout en condamnant Gilles, cherchait à éviter un scandale trop grand qui aurait pu ébranler la foi populaire. En lui permettant de se repentir publiquement, les autorités transformaient son exécution en une leçon morale. Même les pires pécheurs peuvent chercher la rédemption. Pourtant, pour les villageois, la mort de Gilles ne suffit pas à apaiser leur douleur. Imaginez la foule regardant les flammes consumer le corps de l'homme qui a hanté leur cauchemar. Pour certains, c'est une justice tardive, pour d'autres une maigre consolation face à la perte de leurs enfants.
Les témoignages de l'époque décrivent une atmosphère étrange, où la peur se mêle à une fascination morbide. Gilles même dans la mort reste une figure énigmatique, à la fois monstre et martyr autoproclamé. Une analyse moderne de ces événements révèle la complexité du personnage. Les psychologues pourraient prévoir dans son repentir final une tentative de manipulation, une dernière performance pour contrôler son image. Les historiens, quant à eux, notent que son exécution marque un tournant dans la justice médiévale, où l'Église commence à affirmer son pouvoir face à une noblesse corrompue. Mais pour les gens de l'époque, Gilles devient une légende, un conte d'avertissement sur les dangers de l'orgueil et de la dépravation. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Si la mort de Gilles clôt un chapitre, son héritage continue de hanter la France. La prochaine partie explorera comment ces crimes ont marqué la culture populaire et donné naissance à des mythes qui résonnent encore aujourd'hui. Si les derniers jours de Gilles vous ont bouleversé, attendez de découvrir l'impact durable de son ombre, l'héritage maudit. Gilles de Rais et le mythe de Barbe Bleue. Si la mort de Gilles de Rais a marqué la fin de ses crimes, son ombre continue de planer sur la France, tissant une légende qui transcende les siècles. Dans cette 7e partie, plongé dans l'héritage troublant de Gilles de Rais, un homme dont les atrocités ont inspiré l'un des contes les plus sinistres de l'histoire, celui de Barbe Bleue. Comment un noble déchu est-il devenu un symbole d'horreur dans la culture populaire? Cette exploration révèle comment les crimes de Gilles ont façonné les peurs médiévales et continuent de hanter notre imaginaire. Si cette histoire vous fascine, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué. Après l'exécution de Gilles, en octobre 1440, la France est secouée par un mélange de soulagement et d'effroi. Les villages de Bretagne, longtemps terrorisés par les disparitions d'enfants, commencent à panser leurs plaies, mais les cicatrices restent profondes. Les récits des atrocités de Gilles se propagent comme une traînée de poudre, amplifiée par les conteurs, les prêtres et les voyageurs. Dans les tavernes et les marchés, on murmure des histoires d'un noble qui attirait des enfants dans son château pour les sacrifier à des forces démoniaques. Ces récits, souvent exagérés, transforment Gilles en une figure quasi mythologique, à mi-chemin entre l'homme et le monstre. Ce qui rend cet héritage si fascinant, c'est la manière dont il s'inscrit dans la culture populaire. Au XVIe siècle, moins d'un siècle après sa mort, les crimes de Gilles inspirent le conte de Barbe Bleue, popularisé plus tard par Charles Perrault dans ses contes de ma mère, Loy 1697. Dans cette histoire, un noble riche et mystérieux épouse des femmes qui disparaissent dans son château, jusqu'à ce qu'une épouse curieuse découvre une chambre secrète remplie de corps. Les parallèles avec Gilles sont frappants, un homme puissant, un château maudit et des victimes innocentes. Bien que Perrault n'ait jamais explicitement nommé Gilles, comme source les historiens, comme Marina Warner note que les récits oraux bretons sur Gilles ont directement influencé ce conte. Imaginez-vous dans un village breton au XVe siècle, écoutant un conteur autour d'un feu. Les enfants terrifiés entendent parler d'un seigneur dont le château dévore les imprudents. Ces histoires, bien que romancées, servent un double objectif. Elles mettent en garde contre les dangers des puissants et renforcent la morale chrétienne de l'époque qui voit dans Gilles un exemple de péché et de damnation. Mais elles reflètent aussi une vérité plus sombre, la peur collective d'une société confrontée à des crimes qu'elle peine à comprendre. L'héritage de Gilles
ne se limite pas au conte. Ces crimes marquent un tournant dans la perception de la noblesse. À une époque où les seigneurs féodaux exerçaient un pouvoir quasi absolu, l'affaire Gilles de Rais expose leur vulnérabilité à la corruption. Les archives montrent que dans les années suivant son exécution, l'Église et la monarchie renforcent leur contrôle sur l'aristocratie, utilisant des procès comme celui de Gilles pour affirmer leur autorité. Pour les paysans, c'est une rare victoire. Un noble aussi puissant soit-il a été jugé et puni. Une analyse moderne de cet héritage révèle des questions troublantes. Pourquoi les crimes de Gilles ont-ils captivé l'imaginaire collectif au point de devenir un mythe? Les psychologues culturels suggèrent que Gilles incarne une peur universelle, celle de l'ennemi caché, celui qui se dissimule sous une apparence respectable. À une époque où la guerre et la famine dominaient, Gilles devient un bouc émissaire, un symbole des maux d'une société en crise. Pourtant, son histoire soulève aussi des questions sur la justice. Les chiffres exacts de ses victimes estimées, entre 80 et 200, restent incertains, et certains historiens comme Mattei Casacu se demandent si l'ampleur de ces crimes n'a pas été exagérée par l'Église pour des raisons politiques. L'impact de Gilles s'étend également à l'art et à la littérature. Au XIXe siècle, des écrivains romantiques comme Joris Karl Huysmans s'intéressant à Gilles, le dépeignant comme une figure tragique, un homme déchiré entre génie et folie. Dans son roman « Là-bas », 1891, Huysmans explore l'obsession de Gilles pour l'occultisme, le présentant comme un précurseur des anti-héros modernes. Même aujourd'hui, Gilles inspire des films, des séries et des romans où il est souvent dépeint comme un monstre gothique ou un génie incompris. Cette fascination reflète une vérité universelle. Nous sommes attirés par ce qui nous effraie. Pour les Bretons de l'époque, cependant, l'héritage de Gilles est moins romantique. Les villages autour de Tiffauges et Machécoul deviennent des lieux de pèlerinage macabres où les parents racontent à leurs enfants l'histoire du Seigneur maudit. Les châteaux de Gilles, laissés à l'abandon, sont évités comme s'ils étaient hantés. Même aujourd'hui, certains guides touristiques bretons mentionnent les fantômes de Tiffauges, un écho des peurs médiévales. Ce qui rend cette partie de l'histoire si poignante, c'est la manière dont Gilles, même mort, continue d'exercer une emprise sur l'imaginaire. Il n'est plus seulement un homme, mais un symbole, un avertissement, une énigme. Si son héritage vous intrigue, la prochaine partie vous emmènera encore plus loin, dans une exploration des vérités cachées derrière sa légende et des secrets qui n'ont jamais été pleinement révélés. Les vérités cachées. L'énigme éternelle de Gilles de Rais. Si vous pensiez que l'histoire de Gilles de Rais s'achevait avec sa mort ou son héritage mythique, détrompez-vous. Cette dernière partie plonge dans les vérités non résolues, les zones d'ombre et les questions troublantes qui entourent encore cet homme énigmatique. Était-il un monstre absolu, une victime de son époque, ou quelque chose de plus complexe, à travers une exploration des secrets jamais pleinement révélés et des répercussions durables de ses actes? Cette conclusion vous laissera avec des frissons et des interrogations. Si cette histoire vous a captivé, appuyez sur « j'aime », partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants. Après l'exécution de Gilles de Rais en 1440, la France tente de tourner la page, mais son ombre persiste comme un fantôme, refusant de quitter les lieux qu'il a hantés. Les archives historiques, bien que riches en détails sur son procès, laissent des questions sans réponse. Combien de victimes a-t-il réellement tuées? Les estimations variaient entre 90 et 200, mais certains historiens, comme Léonard Gaultier,
suggèrent que le chiffre pourrait être inférieur gonflé par l'Église pour justifier la sévérité du verdict. D'autres, comme Matei Kazaku, soutiennent que le nombre pourrait être encore plus élevé, les disparitions dans les campagnes bretonnes étant souvent mal documentées. Cette incertitude alimente l'aura de mystère autour de Gilles. Une question encore plus troublante est celle de ses motivations. Était-il un psychopathe calculateur, un homme brisé par la guerre, ou un produit des superstitions de son temps? Une analyse psychologique moderne, basée sur les descriptions de son comportement, suggère un cocktail complexe de troubles narcissisme, pathologique, sadisme et peut-être une forme de psychose aggravée par son obsession pour l'occultisme. Les témoignages de ses complices, comme François Prelati, décrivent un Gilles à la fois charismatique et instable, capable de passer de la générosité à la cruauté en un instant. Pourtant, son repentir final, bien que théâtral, semble sincère aux yeux de certains prêtres, ajoutant une couche de complexité à son personnage. Imaginez-vous dans la peau d'un historien du XVe siècle, confronté à ces contradictions. D'un côté, Gilles est un héros de la guerre de 100 ans, un compagnon de Jeanne d'Arc, dont les exploits ont sauvé des villes entières. De l'autre, il est un prédateur impitoyable, dont les crimes défient l'entendement. Cette dualité fascine encore aujourd'hui. Les psychologues modernes pourraient voir en Gilles un exemple de ce qu'on appelle la banalité du mal, un homme ordinaire poussé par des circonstances et des failles personnelles, capable d'actes extraordinaires d'horreur. Un autre mystère concerne l'ampleur de la complicité autour de lui. Comment un homme a-t-il pu commettre autant de crimes sans que personne n'intervienne plus tôt? Les archives suggèrent que certains nobles locaux, bien que conscients des rumeurs, ont fermé les yeux, soit par peur, soit par intérêt. Les serviteurs de Gilles, comme Poitou et Henriette, ont agi par loyauté ou par crainte, mais des figures, comme son cousin Gilles de Sillé, qui a fui avant le procès, soulèvent des questions. Où est-il allé? A-t-il emporté des secrets avec lui? Ces zones d'ombre alimentent les théories, selon lesquelles Gilles faisait peut-être partie d'un réseau plus vaste, impliquant d'autres nobles dans des pratiques occultes. L'impact de Gilles sur la Bretagne est tout aussi durable. Les châteaux de Tiffauges et Machécoul, autrefois symboles de puissance, deviennent des lieux maudits. Les habitants évitent leurs ruines et des légendes locales parlent de cris d'enfants résonnant dans les nuits sans lune. Même aujourd'hui, les guides touristiques bretons évoquent l'histoire de Gilles avec un mélange de fascination et de malaise, attirant des visiteurs curieux de son passé macabre. Les villages environnants, marqués par la perte de tant d'enfants, ont vu leur communauté se reconstruire lentement, mais la mémoire collective reste hantée. Sur un plan plus large, l'affaire Gilles de Retz a des répercussions culturelles profondes. Elle renforce la méfiance envers l'aristocratie, alimentant les tensions qui culmineront des siècles plus tard avec la Révolution française. Elle contribue également à la montée de l'Inquisition, qui utilise des cas comme celui de Gilles pour justifier son autorité sur les questions d'hérésie et de sorcellerie. Les historiens comme Norman Cohn notent que l'affaire Gilles marque un tournant dans la chasse aux sorcières, où la peur du diable devient un outil de contrôle social. Ce qui rend cette histoire si captivante, c'est son universalité. Gilles de Retz n'est pas seulement un produit de son époque, il incarne des questions intemporelles sur la nature humaine. Comment un homme peut-il être à la fois héros et monstre? Où se situe la frontière entre le bien et le mal? Pour les lecteurs, d'aujourd'hui âgés de 35
à 65 ans. Cette histoire résonne comme un avertissement. Le pouvoir sans contrôle peut corrompre même les âmes les plus brillantes. Elle nous pousse à nous interroger sur les monstres cachés dans notre propre société, ceux qui se dissimulent derrière des masques de respectabilité. En guise de conclusion, l'histoire de Gilles de Retz est plus qu'un simple récit d'horreur. C'est une plongée dans les abysses de l'âme humaine, un miroir tendu à nos propres peurs et fascinations. Si cette histoire vous a secoué, partagez-la avec ceux qui aiment explorer les recoins sombres de l'histoire. Appuyez sur « J'aime », laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants. Gilles de Retz, héros devenu monstre, nous rappelle que la vérité est souvent plus étrange que la fiction.